Le soleil matinal traversait les stores de la modeste maison à 2 étages de Virginia Beach, projetant des rayures dorées sur le parquet en bois dur. Bradley Cortez se tenait dans la cuisine, une spatule à la main, en train de retourner des pancakes tandis que 3 voix rivalisaient pour attirer son attention. Sa fille, Rose, âgée de 9 ans, avec les yeux sombres de sa mère, expliquait les détails complexes de son projet pour la foire scientifique. Marcus, 6 ans, était assis à la table, construisant une tour avec ses céréales, et Emma, 4 ans, s'accrochait à la jambe de Bradley, ses petits doigts serrant son jean, tandis qu'elle fredonnait une chanson apprise à l'école maternelle. « Papa, tu n'écoutes pas ?» se plaignit Rose, les mains sur les hanches dans un geste qui lui rappelait douloureusement Della. « Je t'écoute, ma chérie, tu testes quel sol fait pousser les tomates le plus vite. » Bradley posa une pile de pancakes sur la table et s'accroupit au niveau d'Emma. « Et toi, petit insecte, tu dois laisser papa marcher sinon on va tous mourir de faim. » Emma gloussa et lâcha sa jambe. Grimpant dans son réhausseur, Bradley surprit son reflet dans la fenêtre de la cuisine. 38 ans, les cheveux gris commençant à poivrer ses tempes sombres. 18 ans, au sein du SEAL Team 6, avait laissé des marques visibles et invisibles. Ses mains, scarifiées par une centaine d'opérations sur 3 continents, étaient douces tandis qu'il coupait les pancakes d'Emma en petits morceaux. La porte d'entrée s'ouvrit et Della entra. Sa tenue d'infirmière était froissée après une garde de 12 heures au Virginia Beach General. Elle avait l'air épuisée, mais sourit en voyant la scène. Son mari jouant au papa au foyer tandis que leurs enfants dévorèrent le petit déjeuner. « Tu es un saint ?» dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Je vais prendre une douche et dormir environ 100 ans. Tu as 4 heures avant de devoir aller chercher Emma à l'école maternelle ?» lui rappela Bradley. « 4 heures, c'est comme des vacances. » Della ébouriffa les cheveux de Marcus et disparut à l'étage. Bradley avait pris sa retraite du service actif 6 mois plus tôt, passant à un rôle civil en formant de nouvelles recrues à la base voisine de la Naval Special Warfare. La décision n'avait pas été facile. Le SEAL Team 6 avait été sa vie depuis ses 20 ans. La fraternité, les missions, le but. Mais regarder la dernière pièce de théâtre scolaire de Rose via un appel vidéo depuis un lieu classifié à l'autre bout du monde avait cristallisé quelque chose en lui. Ses enfants grandissaient et il manquait tout cela. « Papa, tu viens à ma présentation ?» demanda Rose. Du sirop sur le menton, je ne la manquerai pour rien au monde. Rosie. La vérité était que Bradley avait déjà manqué trop de choses, les premiers pas de Marcus, les premiers mots d'Emma, d'innombrables couchers et anniversaires. Il s'était fait une promesse, à lui-même et à Della. Les enfants passaient en premier maintenant. Toujours, il jeta un œil à la photo sur le réfrigérateur, son ancienne équipe, 8 hommes qui avaient traversé l'enfer ensemble. Certains n'étaient pas rentrés, d'autres portèrent des blessures qui ne guériraient jamais complètement. Bradley avait été l'un des chanceux, physiquement intact, mentalement aiguisé, et maintenant il avait la chance d'être présent pour sa famille, d'une manière que son propre père n'avait jamais été. Après le petit déjeuner, Bradley chargea les enfants dans son Ford F-150, Rose bavardait sur sa prochaine sortie scolaire tandis que Marcus chantait avec la radio. Faux mais enthousiaste, Emma babillait dans son siège auto, son vocabulaire s'élargissant quotidiennement de cette façon explosive des enfants de 4 ans. Le parking de l'école primaire était son chaos habituel de SUV et de minivan. Bradley accompagna Rose jusqu'à sa classe, sa main dans la sienne. Elle approchait de l'âge où elle ne voulait plus toujours tenir la main en public, mais ce matin-là, elle serra fort. « Je t'aime, papa, je t'aime aussi, Rosie. » Fait un malheur à cette présentation. Il déposa Marcus à sa classe de maternelle, puis conduisit Emma à l'école maternelle. Au moment où il rentra à la maison, Della dormait déjà, son téléphone sur la table de nuit, la sonnerie au maximum au cas où l'hôpital appellerait. Bradley se déplaça dans la maison en silence, ramassant les jouets, chargeant le lave-vaisselle, vivant la vie domestique qu'il n'aurait pas pu imaginer 6 mois plus tôt. Son téléphone vibra avec un texto de son ancien commandant, Cliff Mora, maintenant dans la sécurité privée à Washington, job opportunité ce week-end s'y intéresser. Bradley répondit, peut-être bien installé dans la vie civile. On en parle plus tard. La vérité était qu'il ne regrettait pas le travail autant qu'il l'avait craint. Il regrettait les hommes, la camaraderie, la confiance absolue, mais pas les déploiements de minuit, les mois loin de la maison, la vigilance hyper constante. Il apprenait à se détendre, à exister dans un monde où tout le monde n'était pas une menace potentielle. Cet après-midi-là, Bradley alla chercher Emma à l'école maternelle. Elle courut vers lui à travers la cour de récréation, ses couettes rebondissant.
son visage barbouillé de peinture. Il la souleva dans ses bras et elle enroula ses petits bras autour de son cou. « Papa, je t'ai fait un dessin ?» C'était une famille en bâton tenant la main sous un soleil jaune. Il était le grand à gauche, Dale à droite et 3 petites figures entre eux. C'est magnifique. Petit insecte, on le met sur le frigo. Il l'attacha dans son siège auto et partit chercher Marcus. Le garçon de 6 ans sortit de sa classe avec son meilleur ami, bavardant sur des cartes Pokémon. Bradley attendit patiemment pendant qu'ils comparaient de leur collection, puis extirpa son fils avec la promesse que son ami pourrait venir jouer bientôt. Rose fut la dernière. Elle grimpa dans le camion avec un sourire triomphant. Madame Patterson a dit que mon projet était le meilleur de la classe. C'est ma fille. Ils s'arrêtèrent pour une glace sur le chemin du retour, une tradition du mercredi que Bradley avait initiée. 3 enfants, 3 parfums différents, un père fier, les regardant savourer un bonheur simple. C'était ces moments qu'il avait défendus à l'étranger, la raison pour laquelle des hommes comme lui faisaient ce qu'ils faisaient, car pour protéger cela, pour préserver cette vie ordinaire, extraordinaire. Della était réveillé quand ils rentrèrent, debout dans la cuisine en pantalon de yoga et un vieux t-shirt de la Navy de Bradley, ses cheveux sombres encore humides de la douche. Elle haussa un sourcil devant les traces de glace sur le visage d'Emma. « Papa vous gâte trop », dit-elle, mais elle souriait. « C'est mercredi », annonça Emma solennellement, comme si cela expliquait tout. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble à table, des pâtes à la sauce marinara, le plat préféré de Rose. La conversation coula facilement. Potin d'école, dessins animés, l'insistance de Marcus qu'il avait vu un requin dans la baignoire. Bradley et Della échangèrent des regards amusés par-dessus la table. Cette communication silencieuse des couples mariés depuis longtemps. Après le dîner, Bradley supervisa les devoirs tandis que Della donnait un bain à Emma. Rose travailla sur ses problèmes de maths avec un minimum de plaintes. Et Marcus pratiqua ses mots de vue. À 20h, les 3 enfants étaient au lit et Bradley et Della s'effondrèrent sur le canapé. « Tu es bon à ça ?» dit Della, la tête sur son épaule. « À quoi ? À être à la maison ? J'avais peur que tu grimpes au mur. » Bradley y réfléchit. « Je ne vais pas mentir. C'est un ajustement. Mais je regarde ces 3-là à l'étage et je sais que j'ai pris la bonne décision. Je suis sorti avant de manquer tout ce qui compte. » Della l'embrassa. « Je suis contente que tu sois là. » Ils regardèrent un épisode d'une série policière. Choix de Della. Bien que Bradley se surprenne à critiquer les erreurs tactiques des flics de la télé, vieilles habitudes. Vers 22h, ils montèrent, vérifièrent chaque enfant endormi, Rose étalée sur son lit avec un livre sur la poitrine, Marcus emmêlé dans ses couvertures, Emma serrant son lapin en peluche, puis ils allèrent dans leur chambre, tandis que Bradley était allongé dans le noir, la respiration de Della s'apaisant à ses côtés, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, du contentement, de la paix. Le poids de 18 ans de guerre s'allégeant sur ses épaules, il avait fait sa part. Maintenant, il était temps d'être un père. Unmark, un homme vivant dans un monde qu'il avait aidé à protéger, il n'avait aucun moyen de savoir que dans moins de 24 heures, ce monde allait se briser au-delà de toute reconnaissance. Le jeudi commença comme le mercredi, comme chaque jour de cette semaine bénie d'avril. Bradley prépara le petit déjeuner, Della embrassa tout le monde avant sa garde, et le trajet du matin à l'école se passa sans incident. Rose lui rappela les conférences parents-enseignants la semaine prochaine. Marcus annonça qu'il voulait être astronaute. Emma chanta ses chansons d'école maternelle sur la banquette arrière. Bradley passa la matinée à la base, dirigeant un exercice d'entraînement avec une nouvelle classe de candidats SEAL. Il les fit passer par des drills de combat en espace clos, notant qui avait du potentiel et qui simulait la confiance. Quelques-uns reconnurent son nom, Bradley Cortez, le type qui avait participé au raid contre Ben Laden, qui avait réalisé des extractions que tout le monde disait impossibles. Il ne parlait plus beaucoup de ces jours-là. Son téléphone sonna à 11h47, le nom de Della sur l'écran. « Hé, tu es déjà réveillé ?» Sa voix arriva brisée, à peine cohérente. « Bradley, tu dois venir à l'hôpital maintenant ?» Son corps entier se glaça, cet instinct de combat s'activant, celui qui lisait le danger en un battement de cœur. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es blessé ? C'est les enfants. »« Bradley, il y a eu un accident. Tu dois venir maintenant ?» Un sanglot traversa ses mots. « Brute animal. » Il était déjà en mouvement. Courant vers son camion. « J'arrive. Quel hôpital ? Virginia Beach General. »« Bradley, dépêche-toi. S'il te plaît. Dépêche-toi. » La ligne se coupa. Bradley traversa des feux rouges, ses mains stables sur le volant, même si son esprit parcourait des possibilités terribles. Un accident.
Les 3 enfants étaient à l'école. Quel genre d'accident? Un incendio, un confinement, un tireur actif. Son entraînement prit le dessus, compartimentant la peur, le laissant fonctionner. Il atteignit l'hôpital en 12 minutes, abandonna son camion dans la baie d'urgence et courut à l'intérieur. Un garde de sécurité essaya de l'arrêter, mais le visage de Bradley, ce que le garde y vit, le fit reculer et pointer vers l'aile des urgences. De là était dans une salle d'attente, et Bradley sut avant de l'atteindre, sut à sa façon de le regarder, à la présence d'un officier de police et d'un aumônier de l'hôpital, à l'odeur antiseptique de la mort qui flottait dans l'air. Mais savoir ne le prépara pas aux mots. « Ils sont partis », murmura Della. Tous les 3, ils sont partis. Le monde bascula. Bradley s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser. Qu'est-ce qui s'est passé? L'officier de police, une jeune femme aux yeux rougis, s'avança. « M. Cortez, je suis l'officier Léa Barber. Vos enfants étaient conduits par votre voisine, Susan Farmer, à une sortie au musée, à l'intersection de Shore Drive et First Colonial. Un véhicule a grillé un feu rouge à environ 97 km/h. Il a percuté le côté passager du van de Madame Farmer. Elle fit une pause, visiblement en lutte. L'impact a tué vos 3 enfants sur place. Madame Farmer est en chirurgie, mais elle devrait survivre. » Le cerveau de Bradley essaya de traiter cela. Susan Farmer, leur voisine, s'était portée volontaire pour conduire parce que Della travaillait et que Bradley avait un entraînement. Rose sur le siège passager, probablement en train de pointer des choses sur la route. Marcus et Emma à l'arrière, peut-être se tenant la main comme il le faisait parfois. Qui conduisait? Sa voix ne ressemblait pas à la sienne. L'officier Barber échangea un regard avec son partenaire. Le conducteur a été arrêté. Il était ivre. Taux d'alcool dans le sang 3 fois la limite légale. Il a fui la scène à pied, mais a été appréhendé 2 pâtés de maison plus loin. Qui? Répéta Bradley. Stuart Harden, 23 ans. Le nom ne signifiait rien pour Bradley, juste un autre conducteur ivre. Un autre déchet humain qui avait décidé que sa commodité comptait plus que les vies qu'il pourrait détruire. Sauf qu'il n'avait pas juste risqué des vies, il les avait terminées. Les jambes de Bradley lâchèrent. Il s'assit lourdement dans une chaise en plastique, la tête dans les mains. 18 ans de combat. Avoir des amis déchirés par des IED, apporter des frères blessés à travers le feu ennemi, et rien ne l'avait préparé à cela. Ses 3 bébés, sa Rose, son Marcus, son Emma, partis en un instant parce qu'un ivrogne n'avait pas pu appeler un Uber. De là s'effondra à ses côtés et ils s'étreignirent tandis qu'ils se brisaient. Les heures suivantes passèrent dans un brouillard cauchemardesque. Paparazzi et identification. La morgue. Bradley vit ses enfants une dernière fois, leur petit corps trop immobile, trop brisé. Les mains de Rose avaient encore de la colle séchée de son projet scientifique. Marcus portait le t-shirt Spider-Man qu'il avait insisté pour mettre ce matin-là. Emma serrait son lapin en peluche, placé là par un ambulancier compatissant qui comprenait qu'une enfant de 4 ans ne devrait pas être seule. Bradley mémorisa leurs visages, chaque tache de rousseur, chaque cils. Il les verrouilla dans son esprit aux côtés des détails de mission et des évaluations tactiques, une autre information qu'il porterait pour toujours. Le soir venu, la nouvelle s'était répandue. Le téléphone de Bradley vibrait constamment avec des appels et textos de ses anciens coéquipiers, de voisins, de collègues infirmières de Della. Ses parents arrivèrent en voiture de Caroline du Nord. La sœur de Della vola depuis l'Ohio. La maison se remplit de gens bien intentionnés, mais dont la présence semblait suffocante. Bradley se tint sur la terrasse arrière, fixant la balançoire qu'il avait installée l'été dernier. Le projet scientifique de Rose était sur la table de pique-nique, les plants de tomates qu'elle avait nourris avec tant de soin. À l'intérieur, les peintures au doigt d'Emma couvraient encore le réfrigérateur. Les camions jouets de Marcus jonchèrent le sol du salon. Preuve de vie qui avait existé ce matin, vie qui était censée s'étendre sur des décennies. Premier jour d'école, remise de diplôme. Mariages, petits-enfants. Tout effacé parce que Stuart Harden avait décidé de conduire ivre à 11h du matin. Cliff Mora arriva après minuit, quand la plupart des bienveillants étaient enfin partis. Il trouva Bradley toujours sur la terrasse, les yeux fixés sur la cour sombre. « Frère » dit Cliff doucement, s'asseyant à ses côtés. Bradley ne répondit pas, ne pouvait pas. « Je suis tellement désolé. » Bordel. Ils restèrent assis en silence. Cliff avait été le binôme de nage de Bradley pendant la semaine de l'enfer, avait été dans l'hélicoptère pendant le raid contre Ben Laden, avait été touché 2 fois à Fallujah et avait continué à se battre. Ils avaient traversé l'enfer ensemble, mais cela était différent, c'était pire. « De quoi as-tu besoin ?» demanda enfin Cliff. « J'ai besoin de mes enfants.
Je sais, mais puisque c'est impossible, j'ai besoin de savoir que le fumier qui les a tués va payer, vraiment payer. Cliff hocha lentement la tête. Il payera, le système s'en occupera. Bradley se tourna vers son vieil ami et quelque chose dans ses yeux fit figer Cliff. Ouais. Le système, l'enterrement eut lieu un mardi, 6 jours après l'accident, 3 petits cercueils, 3 services séparés comprimés en une matinée insupportable. L'église débordait de gens, voicings, enseignants, anciens coéquipiers de Bradley, familles des écoles des enfants. Toute la classe de 3e année de Rose était présente. Leurs petits visages confus et tristes, les enseignants de l'école maternelle qui avaient adoré Emma, l'instructeur de karaté de Marcus qui lui apprenait à nouer sa ceinture. Bradley prononça l'éloge funèbre parce que Della ne pouvait pas parler. Il se tint à la chair et parla de l'esprit curieux de Rose, du rire contagieux de Marcus, de l'énergie inarrêtable d'Emma. Il raconta des histoires qui firent sourire les gens à travers leurs larmes et sa voix ne trembla jamais. Tenue militaire, pensa Della distamment, il pouvait compartimenter son chagrin, le verrouiller, fonctionner quand il le fallait, mais elle vit ses mains trembler quand il se rassit, vit le muscle de sa mâchoire tressauter, la façon dont ses yeux étaient devenus plats et froids. Au cimetière, Bradley, Della et leur famille se tinrent sous le soleil d'avril, tandis que 3 cercueils étaient descendus en terre. Quelqu'un chantait, quelqu'un d'autre pleurait. Bradley ne ressentit rien de tout cela. Il était ailleurs, quelque part de sombre et concentré. La procureure, une femme nommée Margaret Hoffman, leur avait rendu visite 2 jours plus tôt. Elle s'était assise dans leur salon, entourée de fleurs de condoléances, et avait expliqué le dossier. Stuart Harden est accusé de 3 chefs d'homicide involontaire par véhicule, de conduite en état d'ivresse et d'avoir quitté les lieux de l'accident. Vu son taux d'alcool et les circonstances, nous visons une peine de prison substantielle. Combien de substantielle ? Avait demandé Bradley. Les directives de condamnation suggèrent 15 à 20 ans, peut-être plus vu le nombre de victimes. Il purgera la plupart. Bradley avait hoché la tête. Ce n'était pas assez. Rien ne pourrait l'être. Mais c'était quelque chose. Mais Margaret Hoffman avait hésité, son masque professionnel glissant. « Je dois être honnête avec vous. Il y a des facteurs compliquants. Le père de Stuart Harden est le juge Glenn Harden, de la cour de district. Il a déjà retenu l'un des meilleurs avocats de la défense de Virginie. Ils vont se battre dur. Peu importe quel avocat il a, avait dit Della, la voix creuse. Les preuves sont claires. Il a tué nos enfants. Vous avez raison. Les preuves sont solides. Mais je voulais que vous soyez préparés à une bataille. Maintenant, debout au bord de la tombe, Bradley repensait à cette conversation. Le fils d'un juge, de l'argent, des connexions, le genre d'avantages qui pliaient la justice à leur volonté. Il y pensa et le classa dans cette partie froide et calculatrice de son cerveau qu'il avait gardé en vie pendant 18 ans de combat. Après l'enterrement, les gens se rassemblèrent chez Bradley et Della. Nourriture, souvenirs partagés, réconfort creux. Bradley se tint dans un coin, acceptant les condoléances mécaniquement. Son équipe se montra en force. 8 hommes qui avaient de combattus à ses côtés dans les pires endroits de la terre, maintenant debout dans son salon, offrant la seule chose qu'il pouvait, présence. Fraternité, Cliff le tira à l'écart. Le bruit court que les avocats de Harden visent un accord de plaidoyer, essayant de réduire les charges à homicide involontaire par négligence, réduire la peine. La mâchoire de Bradley se serra. Il a tué 3 enfants en étant ivre et a fui. Je sais, mais son père est connecté. L'argent parle. Alors on le fait hurler. Cliff étudia le visage de son ami. À quoi penses-tu ? Je pense que la procureure a raison. On est parti pour une bataille et je ne perds pas les batailles. Cette nuit-là, après que tout le monde soit enfin parti, après que Della se soit pleuré jusqu'à un sommeil épuisé, Bradley s'assit dans son bureau à la maison. Il chercha tout ce qu'il pouvait trouver sur Stuart Harden et son père, le juge Glenn Harden. Stuart Harden, 23 ans, avait échoué dans 2 universités, de multiples arrestations pour conduite en état d'ivresse qui avaient mystérieusement disparu de son casier, un permis suspendu sur lequel il conduisait quand même, un schéma de comportement imprudent habilité par un père qui faisait disparaître les problèmes, le juge Glenn Harden, juge de cour de district depuis 12 ans, réputation d'être dur contre le crime, mais connu pour protéger les riches et les connecter. Marié à Violette Harden, active dans les cercles caritatifs. Un fils, Stuart. Bradley creusa plus profond, utilisant des compétences apprises dans les briefings d'intelligence et les préparations de mission. Les réseaux sociaux de Stuart, déverrouillés et arrogants, montraient un jeune homme qui n'avait jamais fait face à des conséquences. Photos de lui buvant,
se vantant de comment son père l'avait sorti d'affaires, se moquant des petites gens qui devaient en suivre les règles. Il y avait une vidéo de 2 jours avant l'accident. Stuart, clairement ivre, riant avec des amis d'avoir presque heurté un piéton. « Pas de souci, avait-il dit à la caméra. Mon vieux va arranger ça comme toujours. » Bradley regarda cette vidéo 3 fois, puis il ouvrit un nouveau dossier sur son ordinateur et le titra « Justice ». Il commença à compiler des preuves, à traquer des schémas, à construire un dossier. Sa formation SEAL lui avait enseigné la patience, la planification, la précision. Mais elle lui avait aussi enseigné autre chose. Quand les règles d'engagement échouaient à protéger les innocents, parfois il fallait écrire de nouvelles règles. L'audience d'inculpation était prévue 2 semaines après l'enterrement. Margaret Hoffman appela pour les préparer. Les Harden exercent beaucoup de pression, admit-elle. La défense argue que Stuart n'a pas de condamnations antérieures parce que son père les a fait disparaître. Interrompit Bradley. Je sais, mais légalement, si elles sont effacées, elles n'existent pas. Nous allons nous battre. M. Cortez, je vous le promets, mais vous devez vous préparer à la possibilité que cela ne se passe pas comme il le devrait. Bradley la remercia et raccrocha. Puis il appela Cliff Mora. J'ai besoin d'informations sur le juge Glenn Harden. Tout. À qui il est connecté. D'où vient son argent? Ce qu'il cache? Bradley. J'ai besoin de savoir contre quoi je me bats. Cliff, c'est tout? Ce n'était pas tout, et ils le savaient tous les deux. Mais Cliff avait servi avec Bradley assez longtemps pour comprendre quand un ordre était vraiment un ordre. Je verrai ce que je peux trouver. L'audience d'inculpation arriva. Bradley et Della s'assirent dans la salle d'audience, se tenant la main, regardant Stuart Harden traîner les pieds, portant un costume coûteux et une expression de remords étudiée. Le juge Harden était assis derrière son fils, irradiant autorité et confiance. Stuart plaida non coupable. Son avocat, un homme éloquent nommé Orlando Salazar, argua que Stuart avait souffert d'une urgence médicale, une réaction adverse à un médicament sur ordonnance mélangé à un seul verre. Il dépeignit Stuart comme une victime des circonstances, un jeune homme qui avait commis une erreur de jugement, mais qui ne méritait pas d'avoir sa vie détruite. La procureure contrecarra avec les preuves d'alcoolémie, les déclarations de témoins, le fait que Stuart avait fui la scène, mais le juge Thompson, président l'audience, fixa la caution à seulement $50 000. Stuart sortit de la salle d'audience 2 heures après y être entré. Bradley le regarda partir, le regarda embrasser son père, les regarda sortir par l'entrée arrière pour éviter les caméras. Il mémorisa chaque détail, la façon dont Stuart marchait, l'inclinaison arrogante de sa tête, l'absence totale de remords sincères, dehors du palais de justice. Les reporters les assaillirent. Bradley fit une brève déclaration, sa voix stable. 3 enfants sont morts, Rose, Marcus et Emma Cortez. Ils avaient toute leur vie devant eux. Nous faisons confiance au système judiciaire pour tenir leurs tueurs responsables. Mais tandis qu'il et Della rentraient en silence, Bradley savait que cette confiance était mal placée. Le procès était prévu 3 mois plus tard. En juillet, durant ces mois, Bradley observa le système judiciaire se tordre et se plier sous le poids de l'influence de la famille Harden. Des témoins rétractèrent leurs déclarations après des visites des enquêteurs de Harden. Le rapport toxicologique montrant le taux d'alcool de Stuart fut contesté par un expert de la défense qui affirma que les échantillons avaient été contaminés. Les vidéos de surveillance des entreprises voisines montrant la voiture de Stuart griller le feu rouge développèrent mystérieusement des lacunes et des glitches. Margaret Hoffman se battit dur, Bradley pouvait le voir, mais elle était une procureure avec un budget standard face à une équipe juridique qui pouvait facturer $1 million sans sourciller. Bradley passa ses mois dans un étrange limbo. Il faisait les gestes de la vie, mangeait, dormait, entraînait des recrues, mais ne ressentait rien. La maison résonnait d'absence. De là, travaillait des heures supplémentaires à l'hôpital, incapable d'être à la maison où chaque coin gardait des souvenirs. Ils se parlaient à peine, leur chagrin trop brut et séparé. La nuit, Bradley s'asseyait dans son bureau à compiler des informations. Cliff avait fourni un dossier sur le juge Harden qui révélait un homme habile à cacher sa corruption. Harden avait des investissements dans des sociétés écrans liées à des entrepreneurs de défense. Il avait rendu des jugements favorables dans des affaires où il avait des intérêts financiers non déclarés. Il avait fait disparaître des conduites en état d'ivresse et des charges d'agression pour les enfants de donateurs riches. Et Stuart n'était pas son premier sauvetage. Il y avait une fille 7 ans plus tôt qui avait accusé Stuart d'agression à une fête universitaire. Le dossier avait évaporé du jour au lendemain. La fille avait changé d'université et n'en avait plus jamais parlé. Bradley trouva son nom.
son histoire et l'ajouta à son dossier. Le procès commença un lundi étouffant de juillet. La salle d'audience était pleine de médias, d'avocats, des victimes et de curieux. Bradley et Della s'assirent au premier rang, la main de Della serrant la sienne si fort que cela faisait mal. Stuart Hardin était assis à la table de la défense, l'air sombre et propre sur lui. Chaque centimètre, le jeune homme prometteur dont la vie avait été déraillée par la tragédie. Le juge Hardin était assis juste derrière lui, un pilier silencieux de soutien et de menaces implicites. Sur 5 jours, l'accusation présenta son dossier, les preuves d'alcoolémie, l'analyse d'impact, les appels au 911, les témoignages de témoins. Susan Farmer, encore en convalescence de ses blessures, témoigna d'avoir vu la voiture griller le feu du son terrible de l'impact, d'avoir désespérément essayé d'atteindre les enfants à l'arrière avant de perdre connaissance. Bradley écouta chaque mot, son visage impassible même si les détails le transperçaient. Rose était morte instantanément. Ils dirent « Petite miséricorde ». Marcus avait vécu 7 minutes, appelant son papa. Emma avait été inconsciente mais vivante quand les paramédics étaient arrivés. Mourant en route vers l'hôpital, il classa ses faits aux côtés des autres, inventaire d'horreur. La stratégie de la défense devint claire au fil des jours, minimiser, dévier, humaniser Stuart tout en déshumanisant ses victimes. Orlando Salazar ne nia pas que l'accident avait eu lieu, mais il le reformula, une terrible tragédie. Oui, mais pas un crime digne de détruire l'avenir d'un jeune homme. Stuart avait du potentiel, argua-t-il. Stuart avait été accepté en école supérieure. Stuart faisait du bénévolat dans des centres pour jeunes. Bradley avait vérifié ses affirmations. L'acceptation en école supérieure était dans un programme dirigé par un ami de son père. Le bénévolat consistait en 3 heures, étalées sur 2 ans. Documenté pour des exigences de service communautaire, mais Salazar peignit un tableau qui résonnait avec certains types de personnes. Un bon gamin qui avait fait une erreur contre la vengeance dure de parents qui voulaient quelqu'un à blâmer pour un accident qui aurait pu arriver à n'importe qui. « Nous faisons tous des erreurs », dit Salazar au jury pendant les plaidoiries finales. « Nous avons tous des moments de mauvais jugement. Mais un moment d'imperfection devrait-il détruire une vie entière ? Devrions-nous jeter l'avenir d'un jeune homme parce qu'il regrette profondément une vraie tragédie ?» La plaidoirie de Margaret Hoffman fut passionnée et enragée. 3 enfants sont morts. Rose, 9 ans, qui voulait être scientifique. Marcus, 6 ans, qui apprenait le karaté. Emma, 4 ans, qui adorait chanter. Ils sont partis pour toujours parce que Stuart Hardin a choisi de conduire ivre en pleine matinée. Pas un accident. Un choix, et les choix ont des conséquences. Le jury délibéra pendant 11 heures. Bradley et Della attendirent dans le couloir entourés de soutien, tandis que leur monde était en balance. Quand le jury revint, la présidente lut le verdict. Coupable de 3 chefs d'homicide involontaire par véhicule, coupable de conduite en état d'ivresse, non coupable d'avoir quitté la scène. La défense avait réussi à arguer que Stuart était en état de choc et ne savait pas ce qu'il faisait. C'était une victoire partielle. Bradley ne ressentit rien. L'audience de condamnation était prévue 2 semaines plus tard. Entre-temps, Bradley et Della essayèrent de revenir à une semblance de normalité, mais leur maison ressemblait à un mausolée. Ils gardèrent les chambres des enfants exactement comme elles étaient, incapables d'affronter l'alternative, les livres de Rose empilés sur sa table de nuit, les figurines d'action de Marcus figées dans la bataille qu'il avait mise en scène, les jouets d'Emma éparpillés sur son sol. Della arrêta de dormir dans leur chambre, elle campait sur le canapé, la télé jouant des inepties pour remplir le silence. Bradley ne dormait pas du tout, passant les nuits dans son bureau à planifier. Le jour de la condamnation, la salle d'audience se remplit à nouveau. Cette fois, les Hardin amenèrent des témoins de moralité, enseignants, entraîneurs, familles, amis, tous témoignant du bon caractère de Stuart, de son potentiel, de son remords. Le juge Glenn Hardin lui-même prit la barre, sa voix se brisant en parlant de son fils. Stuart a commis une terrible erreur, une qu'il portera pour le reste de sa vie. Mais ce n'est pas un criminel, c'est un bon jeune homme qui mérite une chance de rédemption. Le juge président n'était pas Glenn Hardin, il s'était récusé pour le dossier de son fils, mais le juge Frédéric Pratt, qui avait travaillé aux côtés de Hardin pendant des années et partagé son abonnement au country club, Pratt écouta tous les témoignages, puis rendit son jugement. Cette cour reconnaît la perte dévastatrice subie par la famille Cortez. Cependant, cette cour reconnaît aussi que Stuart Hardin est un jeune homme avec toute sa vie devant lui, avec le potentiel de contribuer de manière significative à la société.
La Cour estime que l'incarcération ne servirait aucun but réhabilitatif et serait indûment dure vu l'absence d'antécédents criminels du défendeur et son remords évident. Bradley sentit Della se raidir à ses côtés. Par conséquent, continua le juge Pratt, la Cour condamne Stuart Harden à 5 ans de probation surveillée, 300 heures de service communautaire et une participation obligatoire à des programmes d'éducation sur l'alcool. Le permis du défendeur est suspendu pour 2 ans, après quoi il pourra demander son rétablissement. La salle d'audience explosa. Les reporters hurlèrent des questions, les avocats des victimes crièrent en protestation. Margaret Hoffman avait l'air frappée. Bradley resta parfaitement immobile, les mains croisées sur ses genoux, son visage ne montrant rien, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé, pas son chagrin, qui était déjà brisé au-delà de la réparation, mais sa foi dans le système qu'il avait passé 18 ans à défendre. Della lève, sa voix résonnant à travers le chaos. « Vous le laissez partir ? Il a tué mes bébés et vous le laissez partir. » Le marteau du juge Pratt s'abattit. « Ordre. Madame Cortez, je comprends votre douleur, mais la décision de cette cour est finale. Le défendeur a été condamné selon la loi. Selon quelle loi ? Hurla-t-elle. La loi qui protège les conducteurs ivres ? La loi qui dit que l'argent compte plus que les vies d'enfants ? 2 huissiers s'avancèrent vers elle. Bradley se leva, posa une main sur son bras. « Dès là, on part. » Il la guida hors de la salle d'audience, passant les caméras, passant la satisfaction satisfaite sur le visage du juge Harden, passant le soulagement évident de Stuart Harden. Ils marchèrent jusqu'au parking en silence. Ce n'est que quand ils furent dans le camion, porte fermée, que Della s'effondra complètement. « Il ne va pas en prison ?» sanglota-t-elle. « Il a tué nos enfants et il ne va pas en prison. » Bradley la serra pendant qu'elle pleurait, ses yeux sur le palais de justice à travers le pare-brise. Il pensa à ses 18 ans de service, aux batailles menées, aux missions accomplies, à la certitude absolue qu'il y avait des bons et des méchants, et que les bons prévaudraient s'ils étaient assez courageux et forts. Cette certitude avait disparu maintenant. Le système avait échoué, la justice avait échoué, la loi avait échoué ses enfants, ce qui signifiait que la loi n'était plus pertinente. « Il payera » dit Bradley doucement. « Je te le promets. Dès là, il payera pour ce qu'il a fait. » Elle se recula pour le regarder, vit quelque chose sur son visage qui la fit se figer. « Bradley, qu'est-ce que tu vas faire ? Ce qu'il faudra, cette nuit-là, après que Della soit enfin tombée dans un sommeil épuisé sur le canapé. » Bradley s'assit à son bureau et prit une décision. Il n'était pas un homme qui croyait en la justice vigilante ou à prendre la loi en main. Il avait passé sa carrière comme guerrier au service de l'ordre et de la civilisation. Mais l'ordre avait échoué. La civilisation avait échoué. Maintenant, il ne restait que le droit fondamental de tout père de faire payer ceux qui blessaient ses enfants. Bradley ouvrit son téléphone et envoya un texto à Cliff Moraka. « J'ai besoin d'une équipe. 6 hommes. Sécurité opérationnelle absolue. J'expliquerai en personne. » La réponse arriva en quelques minutes. Roger. Quand ? Demain soir. Chez moi, 21h. Bradley s'adossa dans sa chaise, son esprit déjà en mode planification de mission. Il avait passé 18 ans à mener des opérations derrière les lignes ennemies, à extraire des cibles de haute valeur, à éliminer des menaces pour la sécurité nationale. Ses compétences ne disparaissaient pas juste parce qu'il avait pris sa retraite. Et Stuart Harden venait de devenir une cible de haute valeur. 6 hommes se rassemblèrent dans le garage de Bradley à 21h le lendemain soir. Cliff Mora, bien sûr, qui avait été son binôme de nage et son ami le plus proche. Raphael Abbott, un sniper doué pour la précision à longue distance. Brent Frost, expert en démolition qui pouvait faire exploser n'importe quoi ou le faire taire. Harry Gates, communication et guerre électronique. Ian Irwin, spécialiste en renseignement. Armando Kraus, médecin et expert en combat en espace clos. Tous avaient servi avec Bradley à un moment ou un autre. Tous avaient des familles, des vies, des raisons de dire non à ce qu'il était sur le point de demander. Aucun ne le ferait. Bradley se tint devant eux et ils virent sur son visage de quoi il s'agissait. Ils avaient tous entendu parler de la condamnation, de la parodie de justice. Ils avaient tous servi aux côtés d'hommes qui avaient laissé des enfants derrière et ils avaient tous juré de protéger ces enfants si le pire arrivait. « Vous savez ce qui est arrivé à mes enfants ?» commença Bradley. « Vous savez que le fumier qui les a tués a eu de la probation ? Vous savez que son père est un juge qui a truqué le système pour protéger son fils ?» Il fit une pause, rencontrant les yeux de chaque homme. « Je ne vous demande pas d'être partie de ce qui va suivre, mais j'ai besoin de savoir si l'un de vous va être un problème. Si vous allez essayer de m'arrêter, si vous allez me dénoncer, parce que j'en ai fini avec la loi, j'en ai fini avec la justice.
Je vais gérer ça à ma façon. Et j'ai besoin de savoir si l'un de vous va se mettre en travers de mon chemin. Le silence dura un long moment, puis Cliff parla. De quoi as-tu besoin? La question plana dans l'air du garage pendant 3 battements de cœur, puis Ompaloun. Les autres hochèrent la tête. Ce que tu veux, dit Raphaël. Compte sur moi. De Blunt, Harry. Yann et Armando firent écho au sentiment, non parce qu'ils approuvaient de la justice vigilante en principe, mais parce qu'ils comprenaient ce que Bradley était, ce qu'ils étaient tous, des guerriers qui avaient vu les ténèbres du monde et les avaient repoussés. Et parfois les ténèbres gagnaient par les tribunaux plutôt que sur les champs de bataille. Bradley hocha la tête une fois, sèchement. Alors voici ce que j'ai besoin de savoir. L'un de vous peut-il penser à une raison pour laquelle je ne devrais pas faire ça? Un argument qui vous arrêterait si vous étiez à ma place? Yann prit la parole. Sa voix réfléchit. Tu as déjà à penser. Tu fais ça? Même si tu ne te fais pas prendre, ça te change? Tu vivras avec ça pour toujours, et elle saura. Elle ne saura peut-être pas les détails, mais elle saura. Elle sait déjà que quelque chose arrive, dit Bradley. Je ne vais pas mentir à ma femme, mais je ne vais pas non plus laisser l'homme qui a tué mes enfants s'en sortir libre parce que son père a de l'argent et des connexions. Et tes parents? Demanda Armando. Tes beaux-parents? Ils ont perdu leurs petits-enfants? Si tu tombes pour ça, ils te perdent aussi. Bradley y avait pensé à peu d'autres pendant les dernières 36 heures. Si je ne fais rien, je me perds quand même. Je ne peux pas vivre dans un monde où Stuart Arden ne fait face à aucune vraie conséquence. Je ne peux pas me réveiller chaque jour en sachant qu'il est là dehors à vivre sa vie pendant que mes enfants sont en terre. Cliff se pencha en avant. Alors, quel est le plan? Tu ne fais pas que te défouler? Tu as un plan? Bradley sortit un ordinateur portable et projeta un écran sur le mur du garage. Le visage de Stuart Arden apparut avec sa routine quotidienne, ses emplacements, ses schémas. Pendant les 3 derniers mois, je l'ai traqué. Il vit dans la maison d'invité de son père à Norfolk, conduit une BMW que papa lui a achetée, va au même bar, même salle de gym, même café. Il ne se cache pas. Il fait de ça. L'écran changea pour montrer des photos de surveillance. Stuart buvant dans des bars, riant avec des amis, vivant sa vie comme si 3 enfants n'étaient pas morts de sa main. Il poste tout sur les réseaux sociaux, continua Bradley, ses emplacements, ses plans, avec qui il est. Il pense qu'il est intouchable parce qu'il l'est légalement. Son père s'en est assuré. Donc tu veux l'éliminer? Dit Raphaël platement. C'est ça? Non. La voix de Bradley était de glace. Je veux qu'il fasse face à des conséquences qui correspondent vraiment à ce qu'il a fait. Je veux qu'il comprenne ce qu'il m'a pris. Et je veux que son père comprenne ce que c'est que de perdre un enfant. C'est ambitieux, dit Harry. Tu parles de faire disparaître quelqu'un d'une façon qui ne peut pas être tracée jusqu'à toi, d'une façon qui envoie un message sans laisser de preuves. C'est un protocole fantôme. Nous avons déjà fait des protocoles fantômes dans des territoires hostiles contre des combattants ennemis, fit remarquer Yann. Ça, c'est domestique. C'est le fils d'un juge. La pression sera nucléaire. Alors on planifie en conséquence. Bradley cliqua sur l'écran suivant. J'ai 48 heures à partir de vendredi soir. La sœur de Della l'emmène en Ohio pour le week-end. Elle a besoin de s'éloigner de cette maison. Des souvenirs, je serai seul. Pas d'alibi, mais pas de témoin non plus de ce que je fais. 48 heures, réfléchit Cliff. C'est serré. C'est assez. Stuart a un schéma. Les vendredis soirs, il va à l'Admiral's Club en centre-ville. C'est ça, Ole. Habituellement, accroche quelqu'un, crache chez eux, ou rentre vers 3 heures du matin. Il sera vulnérable, altéré, et sa garde sera baissée. Bradley cliqua à travers plus d'écrans. Cartes, chronologies, plans de contingence. C'était ce qu'il avait fait pendant 18 ans. Planifier des opérations avec une précision militaire. La cible avait changé, mais la méthodologie restait. Je le prends vendredi soir entre l'Admiral's Club et son prochain emplacement. Je le transporte à un lieu sécurisé où nous pouvons avoir une conversation. Et ensuite, demanda Armando. Tu l'exécutes? Ce n'est pas de la justice. Bradley. C'est du meurtre. Je n'ai jamais dit que j'allais le tuer. L'expression de Bradley était indéchiffrable. J'ai dit que je voulais qu'il fasse face à des conséquences. Stuart Arden n'a jamais fait face à de vraies conséquences de sa vie. Son père l'a protégé de chaque mauvaise décision, chaque crime, chaque blessure qu'il a causée. Cette protection se termine vendredi soir. Guide-nous à travers, dit Cliff. Sur les 3 heures suivantes, Bradley exposa son plan en détail. Il était minutieux, professionnel et complètement illégal. Quand il finit, les 6 hommes restèrent assis en silence, pesant le risque contre la justesse de la cause. Vous comprenez,
Nous ne pouvons pas être partie de l'opération réelle, dit enfin Yann. Nous avons tous des familles, des carrières. Si nous tombons avec toi, c'est beaucoup de dommages collatéraux. Je comprends. Je ne vous demande pas d'être là. Je vous demande de m'aider à le planifier correctement, à pointer les failles, à m'aider à penser aux conséquences. L'exécution est sur moi seul. Brent secoua la tête. Tu penses qu'on va te laisser entrer dans une aube seule? Nous sommes une équipe. Nous avons toujours été une équipe. Il a raison, interrompit Raphaël. Tu as besoin d'Dieu? Tu as besoin de soutien? Tu as besoin de quelqu'un pour te sortir le cul si ça tourne mal? Nous sommes dedans jusqu'au bout. Bradley regarda chacun d'eux, ces hommes qui avaient traversé l'enfer avec lui, qui étaient prêts à risquer tout pour ce qui se réduisait à de la vengeance. « Je ne peux pas vous demander ça. »« Tu ne demandes pas, » dit Cliff. « Nous nous portons volontaires. Maintenant, planifions ça correctement. » Ils travaillèrent toute la nuit à raffiner le plan, à compter les variables, à construire des contingences. À l'aube, ils avaient une structure opérationnelle solide qui pouvait marcher si tout se passait bien. « Et après ?» demanda Yann tandis qu'il rangeait. « Disons que ça marche parfaitement. Stuart disparaît vendredi soir. L'enquête commence samedi matin. Le juge Arden va jeter toutes les ressources pour trouver son fils. Des enquêteurs privés, peut-être même une implication fédérale. Comment restes-tu clair? Je reste visible samedi et dimanche. Je suis chez mes parents en Caroline du Nord. Je descends en voiture samedi matin, reste jusqu'à dimanche. Ils confirmeront que j'étais là tout le week-end. Et vendredi soir, quand Stuart disparaît vraiment, je suis à la maison seul. Pas d'alibi, mais pas de moyen de me placer sur la scène non plus. Mon camion reste dans mon garage, mon téléphone reste allumé, pinguant les tours cellulaires locales, j'établis une empreinte numérique qui me met à la maison en train de regarder la télé. Pendant que tu es en train de graber Stuart, dit Cliff, véhicule séparé acquis plus tôt dans la semaine. Pas de lien avec moi? Éliminé après? Je fais toute le papier si je dois. C'est 4. 8 km des haunts habituels de Stuart au point d'extraction. J'ai couru plus loin en portant un coéquipier blessé en équipement de combat complet. Raphaël étudia les cartes à nouveau. Le point d'extraction, tu l'as marqué comme l'ancien complexe industriel sur Granby Street qui est abandonné depuis des années. Mais des sans-abri campent là. Des témoins, j'ai surveillé pendant 2 semaines. J'ai dégagé la zone avec de l'argent et des cartes cadeaux. Je leur ai dit de rester éloignés ce week-end. Je leur ai dit que des inspecteurs venaient. Ils se sont dispersés. Jésus, murmura Harry, tu as vraiment pensé à tout? Je n'ai pensé à rien d'autre depuis la condamnation. Ça arrive. Messieurs, avec ou sans votre aide, je préfère avec, mais j'irai seul si nécessaire. Cliff se leva, posa une main sur l'épaule de Bradley. Tu n'iras pas seul? Nous serons tes yeux, dans le ciel, tes anges gardiens. Tu mènes l'op au sol. Nous nous assurons que rien ne tourne mal de l'extérieur. Tandis que l'équipe sortait, rentrant chez eux vers leur famille et leur vie normale avant de s'engager dans quelque chose qui les changerait pour toujours. Bradley resta seul dans son garage. Le soleil matinal se levait, peignant le ciel du même rose et or qu'il avait été le jour où ses enfants étaient à mort, 3 jours jusqu'à vendredi, 3 jours pour finaliser les détails, acquérir l'équipement et se préparer mentalement à ce qu'il était sur le point de faire. Il rentra, trouva Della dans la cuisine fixant son café. Elle leva les yeux quand il entra. Et ses yeux scrutèrent son visage. « Tu fais quelque chose ?» dit-elle. Pas une question. « Oui. » Quelque chose d'illégal ? « Oui. » Ça les ramènera. « Non. Rien ne peut faire ça. » Della s'élève, marcha vers lui, posa ses mains sur son visage. « Ça te fera te sentir mieux. » Bradley y réfléchit. « Vraiment, je ne sais pas si quoi que ce soit peut me faire me sentir mieux. Mais je sais que si je ne fais rien, si je laisse Stuart Arden s'en sortir libre, je ne pourrai jamais vivre avec moi-même. J'aurais échoué, en tant que père, de la façon la plus fondamentale. J'aurais laissé le tueur de mes enfants ne faire face à aucune vraie conséquence. » Elle l'embrassa, des larmes coulant sur son visage. « Alors, fais ce que tu dois faire. Mais reviens-moi, Bradley. J'ai perdu mes bébés. Je ne peux pas te perdre aussi. Je reviendrai. Promets-le-moi. Je te le promets. » Le vendredi arriva. La sœur de Della, Leah Callahan, la prit en milieu de matinée pour le trajet vers l'Ohio. Bradley embrassa sa femme au revoir, la serra fort et la regarda s'éloigner, puis il se mit au travail. D'abord, le véhicule. Il avait acquis un Van Ford banal plus tôt dans la semaine, payant en liquide à un type qui n'avait pas posé de questions et ne se souviendrait pas de son visage. Le van était dans une unité de stockage de l'autre côté de la ville, enregistré à une société écran qui ne pouvait pas être tracée jusqu'à lui. Deuxièmement, l'équipement. Collière de serrage.
ruban adhésif, une cagoule noire, du chloroforme, pas pour assommer Stuart, mais pour le désorienter initialement, un téléphone jetable, des lunettes de vision nocturne, un taser pour assurance, tout acquis en pièces détachées, payé en liquide, pas de traces numériques. Troisièmement, le lieu, le complexe industriel abandonné, avait été une usine textile dans les années 70, fermée et oubliée. Bradley avait passé les 2 dernières semaines à préparer une pièce au sous-sol, insonorisée autant que possible, meublée d'une seule chaise et de quelques fournitures y basiques, un endroit pour avoir une conversation très sérieuse. Le soir venu, Bradley était prêt. Il envoya un texto à Cliff depuis le téléphone jetable, en position. La réponse vint immédiatement. « Roger », yeux sur la cible. Il est à l'Admiral's Club. 3 verres dedans. Bradley attendit dans le van à 2 pâtés de maison du bar, invisible dans la foule du vendredi soir. Il était vêtu de vêtements sombres, banals, le genre de tenue que les caméras de surveillance captureraient, mais que les témoins lutteraient à décrire. Une casquette de baseball couvrait son visage, des gants couvraient ses mains. À 2h47, le texto de Cliff arriva. Il bouge, se dirige vers le parking à pied. Seul, Bradley démarra le van, roula lentement vers le parking. Stuart Harden titubait sur le trottoir, ivre mais fonctionnel, son téléphone à la main tandis qu'il textait quelqu'un, probablement en train d'arranger son prochain coup, sa prochaine validation que l'argent de son père pouvait lui acheter n'importe quoi. Il ne vit rien venir. Bradley gara le van à ses côtés dans le garage vide, ouvrit la porte coulissante, et en 2 secondes eut Stuart à l'intérieur, taser déployé, corps se raidissant, le chiffon au chloroforme sur sa bouche pendant 10 secondes juste pour le désorienter, collière de serrage sur ses poignets, cagoule sur la tête, et la porte claqua. 30 secondes du premier contact à l'évacuation, précision militaire, Bradley sortit du garage, prit des rues secondaires, emprunta un itinéraire détourné vers le complexe industriel. À l'arrière du van, Stuart commençait à revenir à lui, faisant des sons confus sous la cagoule. « Stuart Harden », dit Bradley, sa voix plate. « Tu vas regretter de ne pas être resté chez toi ce soir. Tu vas regretter beaucoup de choses, mais surtout tu vas regretter de ne pas avoir tué mes enfants. » Les bruits de l'arrière du van changèrent de ton, de la confusion à la peur. « Bien », pensa Bradley, « la peur n'est que le début. » Il gara dans le complexe d'usine, contourna vers l'arrière où des arbres et des bâtiments effondrés fournissaient une couverture. Le vent disparut dans les ombres, invisibles de la route. Bradley coupa le moteur et resta assis un moment, écoutant la respiration de Stuart. Rapide et paniqué à travers la cagoule, c'était le point de non-retour. Une fois sorti de ce van, une fois avancé avec ce plan, il n'y avait pas de retour en arrière. Il franchirait une ligne que 18 ans de service militaire lui avaient appris à respecter. Mais cette ligne avait été franchie en premier par Stuart Harden quand il avait conduit ivre, par le juge Harden quand il avait corrompu le système, par chaque personne qui avait aidé cette famille à éviter la responsabilité. Bradley sortit, ouvrit la porte du van et traîna Stuart à l'intérieur de l'usine. La pièce du sous-sol était exactement comme il l'avait laissée. Murs en béton nu, une seule chaise métallique boulonnée au sol, une lanterne de camping fournissant une lumière froide, pas de fenêtre, pas de sortie sauf la porte que Bradley contrôlait. Il jeta Stuart sur la chaise, sécurisa ses poignets attachés aux accoudoirs avec des contraintes supplémentaires, puis recula et enleva la cagoule. Stuart cligna des yeux dans la lumière, ses yeux fous de terreur et d'ivresse résiduelle. Quand sa vision s'éclaircit et qu'il vit le visage de Bradley, la reconnaissance se fit. « Vous êtes ce type. Le père, le procès, Rose, Marcus et Emma Cortez ?» dit Bradley doucement. « Dis leur nom ?»« Quoi ? Je ne... Dis leur nom ?» La voix de Stuart se brisa. Rose, Marcus et Emma, c'était mes enfants, ma fille de 9 ans qui voulait être scientifique, mon fils de 6 ans qui apprenait le karaté, ma fille de 4 ans qui adorait chanter. Tu les as tués ? Stuart ! Tu t'es saoulé à 11h du matin et tu as grillé un feu rouge et tu les as tués. C'était un accident. Je ne voulais pas. Tu as choisi de conduire, tu as choisi de boire, tu as pris une décision consciente qui a mené directement à leur mort. Ce n'est pas un accident. C'est un homicide par négligence, mais tu sais ce que le juge a appelé ça ? Une erreur ? Tu sais ce que tu as eu pour avoir tué 3 enfants ? De l'approbation. Stuart pleurait maintenant, son nez coulant. Je suis désolé, je suis tellement désolé, j'y pense tous les jours. Je ne voulais pas que quiconque meure. Tu as fui la scène ? Tu t'es enfui pendant qu'il mourait dans ce van ? Tu n'as pas appelé les urgences ? Tu n'as pas essayé d'aider ?
Tu t'es enfui parce que tu es un lâche qui n'a jamais fait face à des conséquences pour quoi que ce soit dans ta vie pathétique entière. Bradley tira une deuxième chaise, s'assit face à Stuart, sa voix resta calme, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose de froid et absolu qui fit monter la terreur de Stuart plus haut. Ton père t'a rendu ça facile? Chaque conduite en état d'ivresse qu'il a fait disparaître, chaque charge d'agression qu'il a enterrée, chaque fois qu'il a tiré des ficelles pour te sortir d'affaire, il t'a construit en le genre de personne qui pouvait tuer 3 enfants et penser qu'il s'en sortirait propre. D'une certaine façon, il est aussi responsable que toi. S'il vous plaît, murmura Stuart, s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Mon père a de l'argent, je ne veux pas d'argent. J'avais quelque chose de plus précieux que l'argent. J'avais mes enfants, tu me les as pris. Maintenant, je vais te prendre quelque chose. Les yeux de Stuart s'écarquillèrent. Vous allez me tuer. Bradley considéra la question. Honnêtement, il se l'était posée pendant 3 jours. La réponse facile était oui. Mettre une balle dans la tête de Stuart. Se débarrasser du corps où il ne serait jamais trouvé. Laisser le juge Harden passer le reste de sa vie sans savoir ce qui était arrivé à son fils. Justice poétique. Mais c'était trop rapide, trop miséricordieux. Stuart Harden méritait de souffrir comme Bradley souffrait. Comme Della souffrait, il méritait de vivre avec les conséquences de ses actions pour une fois dans sa vie privilégiée. Non, dit enfin Bradley, je ne vais pas te tuer, mais tu vas souhaiter que je l'ai fait. Sur les 48 heures suivantes, Bradley mena un cours magistral en guerre psychologique. Il avait appris ces techniques à l'école Surrey, survie, évasion, résistance, échapper, apprendre à résister à la torture et à l'interrogatoire. Maintenant, il les appliquait à l'inverse, brisant Stuart Harden morceau par morceau. Il commença par une simple privation, pas de nourriture, juste de l'eau. La lumière resta allumée, empêchant le sommeil. Quand Stuart s'assoupissait, Bradley cognait sa main sur la chaise métallique, le secouant éveillé, heure après heure, question après question, forçant Stuart à affronter chaque terrible décision qu'il avait prise. Parle-moi de la fille à Virginia Commonwealth, celle qui t'a accusé d'agression. La tête de Stuart se releva d'un coup. Comment vous... Parle-moi, et Stuart le fit. Dans son état épuisé et terrorisé, la vérité jaillit, l'agression avait eu lieu, son père avait payé la famille de la fille pour abandonner les charges, puis avait fait sceller le dossier. Stuart avait appris que l'argent pouvait faire disparaître n'importe quoi. Parle-moi des autres conduites en état d'ivresse. Combien y en avait-il vraiment? 5. Avant celle-ci, 5. Papa les a toutes fait disparaître. Dis-moi ce que tu pensais quand tu es monté dans ta voiture ce matin-là. Je ne me souviens pas, j'avais bu depuis la nuit précédente, je savais que j'étais ivre, mais j'avais besoin de rentrer. Je pensais que je pouvais y arriver. J'y arrivais toujours avant, jusqu'à ce que tu n'y arrives pas, jusqu'à ce que tu tues mes enfants. Les heures se fondirent. Bradley ne blessa pas Stuart physiquement, n'en avait pas besoin. L'isolement, l'épuisement, la confrontation forcée avec sa propre culpabilité le brisèrent plus efficacement que n'importe quel passage à tabac. Samedi après-midi, Stuart était une épave. Il s'était uriné dessus 2 fois. Il tremblait constamment. Il avait confessé tout. Les agressions, les conduites ivres, les délits de fuite. Le schéma de comportement habilité par l'argent et le pouvoir de son père. Bradley enregistra tout sur un enregistreur vocal numérique, preuve qui ne verrait jamais une salle d'audience, mais qui servait leur but, forçant Stuart à reconnaître ce qu'il était. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda Stuart, sa voix rauque. « Parce que le système a échoué ? Ton père a corrompu le processus qui était censé te tenir responsable. Donc, j'établis la responsabilité en dehors du système en me kidnappant, en me torturant. Ce n'est pas de la justice. Tu as raison. La justice serait toi en prison pour 20 ans, pensant chaque jour aux vies que tu as détruites. Puisque je ne peux pas avoir ça, je me contenterai de ça. Toi passant le reste de ta vie à regarder par-dessus ton épaule, sachant que si tu conduis ivre à nouveau, si tu blesses quelqu'un d'autre, je reviendrai et la prochaine fois je ne serai pas aussi miséricordieux. » Bradley se pencha en avant. « Voici ce qui va se passer. Dimanche soir, je vais te laisser partir. Tu vas te réveiller sur un banc de parc quelque part sans mémoire d'où tu as été ou comment tu y es arrivé. Tu vas rentrer chez papa et lui dire que tu as été kidnappé. Ils enquêteront, ils ne trouveront rien et éventuellement, ça deviendra un dossier non résolu. Vous êtes fou? Peut-être. Mais je suis aussi aux commandes ici, ce qui signifie que tu vas écouter attentivement. Tu as 2 choix. Choix, un ja. Tu prends ça comme un appel au réveil. Tu obtiens une aide sérieuse pour ton problème d'alcool. Tu arrêtes de laisser ton père réparer tes bêtises.
Tu deviens vraiment la personne que ces avocats ont prétendu que tu étais au tribunal, quelqu'un avec du potentiel, quelqu'un qui contribue à la société. Si tu fais ça, si tu changes vraiment, alors on en a fini ici. Et choix 2. Choix 2 est que tu redeviennes le même fumier intitulé que tu étais avant. Tu bois, tu conduis, tu blesses des gens, et tu comptes sur papa pour le faire disparaître. Si tu choisis ce chemin, je le saurai. Je surveillerai, et si tu blesses quelqu'un d'autre, n'importe qui, je reviendrai et finirai ce que j'ai commencé ici. Bradley se leva, dominant l'homme brisé dans la chaise. Quel choix penses-tu faire? Stuart pleurait à nouveau, des sanglots brisés, sans dignité. Je changerai, je le jure, je changerai, s'il vous plaît. Laissez-moi juste partir. On verra. Bradley administra un sédatif. Dosage prudent. Rien de dangereux, et attendit que Stuart perde conscience, puis il le rechargea dans le van, roula vers un parc près du quartier de Stuart et le déposa sur un banc avec son portefeuille et son téléphone intact. Pas de blessure physique, au-delà de quelques ecchymoses des colliers de serrage. Rien que les médecins signaleraient comme torture. Au moment où Stuart se réveilla, confus et terrifié, Bradley était déjà chez ses parents en Caroline du Nord. Visible et comptabilisé, l'enquête qui suivit fut exactement ce que Bradley avait prédit. Stuart rapporta avoir été kidnappé. Mais son histoire était confuse. Contradictoire, le rapport toxicologique montra de l'alcool et des sédatifs dans son système. La police ne trouva aucune preuve physique. Aucun témoin, aucune vidéo de surveillance montrant quelque chose d'utile. Le juge Harden jeta son poids considérable dans l'enquête, mais il n'y avait rien à trouver. Bradley avait été trop prudent, trop professionnel, son équipe avait couvert leurs traces parfaitement. L'empreinte numérique montrait Bradley à la maison vendredi soir, puis roulant vers la Caroline du Nord samedi matin. Ses parents confirmèrent qu'il avait été avec eux tout le week-end, les aidant avec des travaux de jardin et de maison. Il n'y avait pas de dossier, pas de preuves, pas de pistes. Mais le juge Harden n'était pas du genre à abandonner facilement. Il engagea des enquêteurs privés, d'anciens agents du FBI, même une équipe d'anciens forces spéciales qui promirent qu'ils pouvaient trouver n'importe qui. Ces enquêteurs commencèrent à regarder tout le monde connecté au procès de Stuart. Tout le monde avec une rancune, tout le monde avec des moyens et un motif, ce qui les amena inévitablement à la porte de Bradley. 3 semaines après la disparition et réapparition de Stuart, un SUV noir se gara devant la maison de Bradley. 4 hommes en sortirent, tous se déplaçant avec l'économie précise d'anciens militaires. Ils étaient armés, pas ouvertement, mais Bradley pouvait repérer les boss sous leur veste. Le leader frappa à la porte. Bradley l'ouvrit, portant un short et un t-shirt, une bière à la main, ressemblant exactement à ce qu'il prétendait être, un père en deuil essayant d'avancer dans sa vie. Bradley Cortez, c'est moi, je m'appelle Donnie Schwartz. Je travaille pour le juge Glenn Harden. Nous enquêtons sur la disparition de son fils. Stuart, nous aimerions vous poser quelques questions. Bradley regarda les 4 hommes, lut leur langage corporel, calcula les niveaux de menace instinctivement. Suis-je en état d'arrestation? Non, monsieur, c'est juste une conversation. Alors vous pouvez la voir d'où vous êtes. Je n'invite pas des gens chez moi qui sont là pour m'accuser de crime, si. L'expression de Donnie Schwartz ne changea pas ça. Personne ne vous accuse de rien. Nous essayons juste d'obtenir un tableau complet de tous ceux qui ont eu contact avec Stuart pendant son procès. J'étais assis dans une salle d'audience et je l'ai regardé s'en sortir après avoir tué mes enfants. C'était l'étendue de mon contact avec Stuart Harden. Où étiez-vous la nuit du 12 août? À la maison seule. Ma femme visitait sa sœur en Ohio. Quelqu'un peut confirmer ça? Non. Juste moi, Netflix et une bouteille de whisky. Le matin du 13, j'ai roulé vers la Caroline du Nord pour visiter mes parents. Arrivé vers midi, resté jusqu'à dimanche. Ils peuvent confirmer. Schwartz sortit une photo, Stuart ayant l'air hanté et brisé. Quand Stuart Harden est réapparu, il avait des marques aux poignets compatibles avec des contraintes. Il a décrit avoir été détenu dans une sorte de sous-sol ou d'entrepôt. Son histoire est confuse, mais il est certain d'avoir été pris par quelqu'un connecté au procès. Ça a l'air terrible. J'espère que vous trouverez qui l'a fait. Vous n'avez pas l'air surpris. Bradley prit une gorgée de sa bière. Je ne le suis pas. Stuart Harden est un ivrogne qui a été habilité toute sa vie par un père corrompu. Il a probablement énervé les mauvaises personnes dans un bar, s'est fait malmener et maintenant veut jouer la victime. Mais sûr, perdez votre temps à m'enquêter? J'étais chez mes parents en Caroline du Nord, qui est à 5 heures de route d'ici. Ça m'élimine un peu d'avoir kidnappé quelqu'un la nuit précédente, à moins que vous l'ayez fait vendredi soir et roulé en Caroline du Nord samedi.
Alors pourquoi le GPS de mon camion me montre à la maison jusqu'à 6 heures samedi matin? Pourquoi mon téléphone a pingé des tours locales toute la nuit de vendredi? Pourquoi mon compte Netflix montre de l'activité jusqu'à 2 heures? Vous avez des théories, mais vous n'avez pas de preuves parce que je n'ai rien fait de mal. C'était tout vrai. Techniquement, le GPS du camion et les enregistrements téléphoniques confirmeraient exactement ce que Bradley disait. Le compte Netflix avait tourné en boucle, créant un alibi numérique. Rien ne prouvait l'innocence, mais cela créait un doute raisonnable. Schwartz l'étudia un long moment. Vous étiez SEAL Team 6. Maintenant, je suis à la retraite. Vous avez les compétences pour accomplir exactement ce qui est arrivé à Stuart Arden. J'ai les compétences pour accomplir beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je l'ai fait. Nous vous surveillerons. M. Cortez. Bien. Assurez-vous de surveiller quand je vis ma vie pendant que le fils de votre client continue d'être un ivrogne qui met en danger tout le monde autour de lui. Peut-être surveillez-le la prochaine fois qu'il se met derrière un volant. Les enquêteurs partirent, mais Bradley savait qu'il n'arrêterait pas. Le juge Arden avait des ressources, des connexions et un besoin obsessif de protéger son fils. L'enquête continuerait et éventuellement, il pourrait trouver quelque chose. C'est pourquoi Bradley avait déjà planifié la phase 2. Ce soir-là, Cliff Mora se montra chez Bradley. Ils s'assirent sur la terrasse arrière, bières en main, parlant à voix basse. « Arden ne lâche pas ça », dit Cliff. « Je sais, c'est pourquoi j'ai besoin que tu livres un message. » « Quel genre de message ?» Bradley sortit une clé USB. Ça contient des enregistrements audio de Stuart Arden, confessant de multiples crimes que son père a fait disparaître. Aggressions. Conduite ivre, délit de fuite, assez pour rouvrir des dossiers si ça devenait public. Assurance. Exactement. Si le juge Arden continue à venir après moi, s'il essaie de fabriquer des preuves ou de presser la police pour m'arrêter, ces enregistrements sont relâchés à chaque média de Virginie. Son fils va en prison. Sa réputation est détruite. Et sa carrière finie. Cliff prit la clé USB. « Tu veux que je la livre à Arden directement ?»« Non !»« Je veux que tu la livres à un avocat que j'ai retenu. Margaret Hoffman. La procureure du procès de Stuart, elle la tiendra en dépôt avec instruction de la relâcher si quelque chose m'arrive ou à Della. Si je suis arrêté sur de fausses charges, si je meurs dans des circonstances suspectes, si Della a un accident, n'importe quoi déclenche la libération. Destruction mutuelle assurée. Je préfère penser à ça comme un traité. Arden me laisse tranquille. Je laisse la confession de Stuart scellée. Tout le monde retourne à sa vie. Et si Arden n'accepte pas ces termes, le sourire de Bradley était froid. Alors je ne détruis pas juste la vie de Stuart. Je détruis le legs de Glenn Arden. Sa carrière, tout ce qu'il a construit. Voyons combien son pouvoir et ses connexions comptent quand tout le monde sait qu'il couvre les crimes de son fils depuis des années. Cliff siffla doucement. « Tu as vraiment pensé à tout ? Je planifie ça depuis des mois. Cliff, chaque contingence, chaque angle. Arden pense qu'il est le plus intelligent de la pièce parce qu'il porte une robe et s'assied sur un banc, mais j'ai passé 18 ans à déjouer des gens qui essayaient activement de me tuer. Un juge corrompu, c'est du niveau amateur. Le message fut livré par des canaux légaux appropriés. Margaret Hoffman, qui avait été horrifiée par le verdict original, accepta de tenir les enregistrements en dépôt. Elle envoya une lettre formelle à l'avocat du juge Arden, exposant la situation. Des preuves existaient qui détruiraient Stuart Arden et impliqueraient Glenn Arden dans une obstruction à la justice. Ces preuves resteraient scellées tant que la famille Arden cessait toute enquête et harcèlement de Bradley Cortez. La réponse arriva dans les 48 heures. Les enquêteurs privés arrêtèrent d'appeler. La surveillance cessa. Le juge Arden, pour tout son pouvoir, comprit que Bradley tenait l'option nucléaire. Mais ce n'était pas la fin. 2 mois plus tard, juste quand Bradley commençait à croire qu'il s'en était vraiment sorti, qu'il avait extrait une mesure de justice sans conséquence, le juge Arden fit son coup. La sonnette retentit à 6 heures un samedi matin. Bradley, qui était levé depuis 1 heure en train de prendre un café, ouvrit la porte pour trouver Donnie Schwartz à nouveau. Mais cette fois, il n'était pas seul. Derrière lui se tenaient 25 hommes, tous armés, tous portant des équipements tactiques, tous se déployant pour entourer la maison de Bradley. « C'est quoi ça, bordel ?» demanda Bradley. « Une arrestation citoyenne ?» dit Schwartz. « Le juge Arden a rassemblé des preuves substantielles que vous étiez impliqué dans le kidnapping de son fils. Nous sommes ici pour vous détenir jusqu'à l'arrivée de la police. Arrestation citoyenne. Vous plaisantez ? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ?» Bradley évalua la situation rapidement. 25 hommes armés, tous anciens militaires ou policiers, à en juger, des armes louées,
Des contracteurs militaires privés faisant le sale boulot du juge Harden parce que le système légal n'avait pas livré les résultats qu'il voulait. C'était une escalade que Bradley n'avait pas anticipée. Il pensait que les enregistrements suffiraient à garder Harden en échec. Il avait mal calculé. Où l'avait-il? Bradley sortit sur sa terrasse, ses mains visibles, sa posture détendue. Vous faites une erreur? La seule erreur était la vôtre quand vous avez pensé pouvoir kidnapper le fils d'un juge et vous en sortir. Je n'ai kidnappé personne. Vous n'avez pas de preuves. Et si vous pensez que je vais vous laisser me détenir illégalement? Vous n'avez pas le choix. Schwartz fit un geste et 6 des hommes s'avancèrent vers la terrasse. Nous vous avons entouré. Cortez, vous êtes en infériorité numérique? Quelles que soient les compétences que vous aviez, vous êtes un gars contre 25 professionnels. Bradley sourit. Pas un sourire amical, le genre de sourire qu'un prédateur porte quand sa proie marche dans un piège. En fait, dit-il doucement, je pense que vous allez vouloir reconsidérer ce coup. Et pourquoi ça? Parce que vous ne regardez pas derrière vous. L'expression de Schwartz vacilla juste une seconde avant qu'il se tourne. Derrière les 25 contracteurs, émergeant de la ligne d'arbres au bord de la propriété de Bradley, de derrière les maisons voisines, de nulle part apparemment, étaient 50 hommes, tous armés, tous portant leur ancien équipement militaire, tous debout en formation parfaite. Le SEAL Team 6 était rentré à la maison, pas juste l'ancienne équipe de Bradley, tout l'escadron, des hommes avec qui il avait servi pendant 18 ans, des hommes qui avaient entendu ce qui était arrivé à ses enfants, qui avaient regardé la parodie de justice, qui avaient compris exactement ce qui se passait quand le juge Harden avait engagé des militaires privés pour intimider l'un des leurs. Cliff Mora s'avança du groupe, sa voix portant à travers la cour. « Messieurs, vous venez de faire une erreur tactique. Vous pensiez entourer un SEAL à la retraite? Ce que vous avez fait en réalité est menacer un membre de la force de combat la plus élite de l'histoire humaine. Et nous prenons soin des nôtres. » Schwartz et son équipe regardèrent les SEALs, se regardèrent, et la réalité s'installa. Ils étaient des professionnels. Ils pouvaient reconnaître quand ils étaient surclassés. 25 contracteurs contre 50 SEALs. Ce n'était pas un combat, c'était du suicide. « Tenez-vous tranquille », dit Schwartz doucement à son équipe. « Appel intelligent », dit Bradley. « Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous allez remonter dans vos véhicules et quitter ma propriété. Vous allez dire au juge Harden que ce gambit a échoué et vous allez lui rappeler que les enregistrements que j'ai sont toujours en dépôt, prêts à détruire la vie de son fils s'il continue à me harceler. Le juge ne va pas accepter ça. Alors, le juge est bienvenu pour venir ici lui-même et expliquer pourquoi il pense qu'engager une armée privée pour intimider un vétéran est une bonne idée. Je suis sûr que les médias adoreraient cette histoire. Juge engage des contracteurs militaires pour menacer l'homme dont les enfants ont été tués par le fils du juge. C'est un titre qui finit des carrières. Schwartz soutint le regard de Bradley un long moment, puis hocha la tête. « Nous en avons fini ici ?» Les contracteurs remontèrent dans leur véhicule et s'éloignèrent. Les SEALs tinrent position jusqu'à ce que le dernier SUV disparaisse. Puis rompirent la formation. Plusieurs vinrent serrer la main de Bradley, lui taper l'épaule, lui rappeler que la fraternité ne finissait pas quand on quittait les équipes. Cliff fut le dernier à approcher. « Tu sais que ce n'est pas fini. »« Hein ? Harden va continuer à venir. Laisse-le. J'ai des preuves qui peuvent le détruire. J'ai des frères qui se tiendront avec moi et je n'ai rien à perdre sauf ma vie, que je suis prêt à risquer pour m'assurer que Stuart Harden fasse face à une conséquence pour ce qu'il a fait. Quel est le but final ici, Bradley? Le but final est que le juge Harden réalise qu'il ne peut pas gagner. Il peut jeter de l'argent là-dedans, il peut engager des contracteurs, il peut utiliser chaque connexion qu'il a, mais il ne peut pas me battre parce que je ne joue plus selon ses règles. Je ne me soucie pas de son pouvoir ou de sa position. Je me soucie de la justice pour mes enfants. Et je l'aurai... Le juge Glenn Harden s'assit dans son bureau ce soir-là, fixant le rapport de Schwartz. 50 SEALs. Le kidnappeur de son fils avait appelé une force militaire entière pour se protéger. Les enregistrements que Cortez avait étaient légitimes. Les avocats de Harden avaient vérifié que les relâchés déclencheraient des enquêtes criminelles au niveau État et fédéral. Glenn avait passé 12 ans comme juge, maniant pouvoir et influence, protégeant son fils des conséquences de ses actions. Il croyait que sa position le rendait intouchable, que son argent pouvait résoudre n'importe quel problème, que le système qu'il contrôlait se plierait toujours à sa volonté. Bradley Cortez lui avait montré les limites de ce pouvoir. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda sa femme, Violet. Depuis la porte, on accepte la réalité. Cortez nous a mis en échec et mat. Si je continue à presser,
Ces enregistrements sont relâchés et Stuart va en prison pour des années. La réputation de notre famille est détruite, ma carrière finie, mais il a kidnappé Stuart. Peut-être, probablement, mais on ne peut pas le prouver, et il a une assurance pour nous empêcher d'essayer. On est fini, Violet. On doit laisser tomber. Stuart est terrifié. Il ne quitte pas la maison, il fait des cauchemars. Bien, Glenn frappa sa main sur le bureau. Peut-être que la peur fera ce que je n'ai jamais pu. Lui apprendre que les actions ont des conséquences. Cortez ne l'a pas tué, il aurait pu facilement, mais il ne l'a pas fait. Il l'a juste effrayé pour qu'il se redresse. Peut-être que c'est ce dont Stuart avait besoin. Violette regarda son mari, choc et incrédulité se disputant sur son visage. Comment peux-tu dire ça? Parce que je suis fatigué? Violet. Fatigué de le couvrir, fatigué de réparer ses bêtises, fatigué de le regarder détruire des vies sans remords. Les enfants Cortez, ces 3 gosses, ils sont morts parce que j'ai habilité l'alcoolisme de Stuart. J'ai rendu possible qu'il continue à conduire ivre parce que j'ai fait disparaître ses arrestations. Leur sang est sur mes mains autant que sur les siennes. Qu'est-ce que tu dis? Glenn regarda sa femme, la femme qui avait été à ses côtés pendant 12 ans de corruption croissante, qui avait bénéficié du pouvoir et de l'argent venant de sa position. Je dis que c'est fini, on laisse Cortez tranquille, on laisse Stuart vivre avec ce qu'il a fait. Et peut-être, juste peut-être, qu'on apprend tous à être de meilleures personnes, mais Glenn Arden avait sous-estimé 2 choses. Sa propre obsession pour le contrôle et la protection féroce de sa femme pour leur fils. Tandis que Glenn parlait d'accepter la défaite, Violette faisait ses propres plans. Elle contacta un homme nommé Pablo Dodson, et régleur, spécialisé dans les problèmes nécessitant des solutions permanentes. Elle ne le dit pas à Glenn, elle ne le dit pas à Stuart, elle écrivit juste un très gros chèque et donna à Dodson une instruction: faire disparaître Bradley Cortez. Dodson accepta le job, recruta sa propre équipe et commença la surveillance de la maison de Bradley. Il observa les routines, cartographia la propriété, identifia les vulnérabilités. Il nota que la femme de Bradley, Della, était rarement à la maison maintenant. Elle avait emménagé dans un appartement plus près de l'hôpital, incapable de vivre dans la maison où ses enfants avaient été. Cela rendait Bradley une cible plus facile, seul, isolé, vulnérable, ou du moins Dodson le pensait. Ce qu'il ne savait pas était que l'équipe de Bradley était encore active, encore en train de surveiller, encore en train de protéger leur frère. Quand la surveillance de Dodson devint évidente, quand son équipe commença à sonder les défenses de la propriété, Cliff Mora le repéra immédiatement. « Tu as une filature ?» dit-il à Bradley. « Professionnel, pas des flics. » Équipe de 3 hommes tournant les shifts. Il planifie quelque chose. Le juge Arden, c'est mon avis, il a dit qu'il reculerait. Mais quelqu'un dans sa famille n'a pas eu le mémo. Bradley considéra cela. Alors, il est temps de finir ça une fois pour toutes. À quoi penses-tu? Je pense que le juge Arden a besoin de comprendre que me menacer ne met pas juste moi en danger. Ça le met lui en danger. Il est temps d'arrêter de jouer la défense et de passer à l'offensive. Sur les 2 jours suivants, Bradley et son équipe se préparèrent pour ce qu'ils savaient venir. Ils fortifièrent sa maison, installèrent des caméras et capteurs supplémentaires, établirent des champs de tir et des positions de repli. Ils s'armèrent non avec l'équipement du SEAL Team 6 qui serait illégal, mais avec des armes personnelles qu'ils possédaient légalement, et ils attendirent. Pablo Dodson fit son coup un jeudi soir. À 3 heures, l'heure la plus sombre, son équipe approcha la maison de Bradley de 3 directions, professionnels et coordonnés. Ils coupèrent l'électricité, désactivèrent le système d'alarme, et se préparèrent à forcer les portes avant et arrière simultanément. Ils n'atteignirent jamais les portes. Bradley et son équipe s'y attendaient. Au moment où l'équipage de Dodson traversa sur la propriété, des lumières s'allumèrent. Pas de la maison, mais de projecteurs portables stratégiquement placés qui illuminèrent toute la cour en pleine clarté diurne. Et Dodson se trouva à regarder 8 anciens SEALs en équipement tactique complet, armes pointées sur son équipe depuis des positions supérieures. « Lâchez vos armes !» La voix de Bradley sortit d'un système de haut-parleurs. « Vous êtes entourés, sur armes et filmés. Chaque mouvement que vous faites est enregistré et diffusé en direct à notre conseil légal. Vous avez 5 secondes pour obéir. » Dodson, assez intelligent pour reconnaître quand un job avait tourné mal, ordonna à son équipe de se tenir tranquille. Ils lâchèrent leurs armes et levèrent les mains. Bradley sortit de la maison, son fusil pointé sur Dodson. « Qui vous a engagé? Je veux un avocat ?» Mauvaise réponse. Cliff, appelle la police. Faisons-les arrêter pour tentative d'effraction, tentative de meurtre, tout ce que la procureure peut faire coller. Attendez,
La voix de Dodson se brisa. « J'ai été engagé par Violette Arden, la femme du juge Arden. Elle m'a payé 200 000 $ pour vous faire disparaître. Disparaître comme me tuer. Comme ce qui était nécessaire pour vous neutraliser comme menace pour sa famille. » Bradley sourit froidement. « Merci, c'était tout enregistré. Maintenant, vous allez vous asseoir ici et attendre la police et vous allez leur dire tout. Et si vous êtes intelligent, vous prendrez n'importe quel accord qu'ils vous offrent en échange d'un témoignage contre Violette Arden. » La police arriva, arrêta Dodson et son équipe et prit des déclarations étendues, les vidéos de surveillance, la confession enregistrée et les preuves d'un complot de meurtre pour compte d'autrui créèrent un dossier inattaquable. Au matin, Violette Arden était en garde à vue, facing des charges fédérales pour conspiration en vue de meurtre. L'histoire frappa les nouvelles. Femme de juge engage un tueur à gages pour tuer le père des enfants tués par le fils du juge. Et le scandale résultant fut nucléaire. Le juge Glenn Arden démissionna du banc dans les 48 heures. Stuart Arden, déjà une épave de son propre kidnapping, s'effondra complètement quand il apprit que sa mère faisait face à des décennies en prison. Le pouvoir et l'influence de la famille Arden s'évaporèrent du jour au lendemain. Et Bradley Cortez, le père dont les enfants avaient été tués sans vraie justice, vit enfin le système fonctionner comme il était censé, non par les tribunaux, mais par l'exposition et les conséquences. 6 mois plus tard, Bradley se tint aux tombes de ses enfants par un froid matin de décembre. Les pierres tombales étaient simples mais belles. Rose, Marcus et Emma Cortez, enfants bien-aimés partis trop tôt, de là se tenaient à ses côtés, sa main dans la sienne. Ils étaient séparés maintenant. Le chagrin et le trauma avaient été trop pour que leur mariage survive. Mais ils maintenaient une amitié, une connexion forgée dans la perte partagée. « Est-ce que tu l'as fait ?» demanda-t-elle doucement. « Est-ce que tu as kidnappé Stuart Arden ?» Bradley n'avait jamais confirmé ou nié, pas même Adela. « Est-ce que ça importe ?»« Je suppose que non. Il est en réhab maintenant. J'ai entendu qu'il suit vraiment un programme, pas les faux que son père lui envoyait avant. Bien, peut-être qu'il changera vraiment. Et son père a tout perdu. Sa carrière, sa réputation, sa femme en prison, c'était le but. Le but était la justice pour nos enfants. Je voulais que les responsables fassent face à de vraies conséquences. Stuart est en réhab à affronter ses démons. Le juge Arden a perdu son pouvoir de corrompre le système. Violette Arden est en prison pour avoir essayé de me faire tuer. Tout le monde a payé à sa façon. Dale serre à sa main. Je suis contente que tu sois encore là. Quand j'ai entendu parler de l'attaque sur ta maison, j'étais terrifiée. Je pensais t'avoir perdu aussi. Tu ne peux pas te débarrasser de moi si facilement. Je t'ai promis que je reviendrais. Souviens-toi ? Ils restèrent en silence un moment, se souvenant de leurs enfants, pleurant les vies qui auraient dû être. Puis, Dela l'embrassa sur la joue et marcha vers sa voiture, laissant Bradley seul avec ses pensées. Il pensa au chemin qu'il avait pris, au kidnapping, à l'intimidation, à la confrontation finale avec les gens qui avaient essayé de le tuer. Il avait franchi des lignes qu'il avait juré ne jamais franchir, était devenu quelque chose d'autre qu'un guerrier qui combattait pour la justice dans le système. Mais ses enfants étaient morts. Et leur tueur s'était sorti libre. Le système les avait trahis, quelqu'un devait réparer ça. 3 ans plus tard, Bradley reçut une lettre de Stuart Arden. Elle était manuscrite, 4 pages longues, et elle disait tout ce que Bradley avait voulu entendre cette nuit-là au sous-sol. « M. Cortez, je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, je ne m'attends même pas à ce que vous lisiez cette lettre, mais j'avais besoin de l'écrire quand même pour vous dire que je pense à Rose. Marcus et Emma chaque jour, je pense aux vies qu'ils auraient dû vivre, aux personnes qu'ils auraient dû devenir, je pense à la douleur que je vous ai causée à vous et votre femme, au trou que j'ai laissé dans votre famille, qui ne peut jamais être comblé. J'ai été sobre pendant 3 ans maintenant. Une vraie sobriété, pas le genre de simulation que je faisais avant. Je vais à des réunions tous les jours, je travaille avec d'autres addicts, essaie de les aider à éviter les erreurs que j'ai faites. Je ne conduirai plus jamais, j'ai rendu mon permis définitivement, et j'ai payé des restitutions à des fonds pour victimes. Essayant de faire quelque chose de positif avec le privilège que j'ai gaspillé pendant tant d'années, je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit où j'ai disparu. Je me souviens d'avoir été pris, d'avoir été confronté à tout ce que j'avais fait, d'avoir été forcé à me voir clairement pour la première fois de ma vie. Quiconque a fait ça, et je pense que nous savons tous les deux qui c'était, m'a sauvé la vie, pas en étant gentil, mais en me montrant la vérité. J'étais un monstre habilité par l'argent et le pouvoir de mon père, et j'aurais continué à blesser des gens jusqu'à ce que quelqu'un m'arrête. Donc cette lettre est pour dire merci. Je sais que ça sonne fou. Remercier l'homme dont j'ai tué les enfants, mais vous m'avez donné quelque chose que les tribunaux ne m'auraient jamais donné.
de la responsabilité. Vous m'avez forcé à affronter ce que j'avais fait. Et bien que je ne puisse jamais défaire ça, jamais ramener Rose, Marcus et Emma, je peux m'assurer de ne jamais blesser personne d'autre. Je suis désolé, ne commence même pas à couvrir ça, mais je suis désolé, chaque jour pour le reste de ma vie. Je serai désolé. Stuart Harden. Bradley lut la lettre 2 fois, puis l'a mis dans une boîte avec les affaires de ses enfants, bulletins scolaires, dessins, le lapin en peluche d'Emma, preuve qu'ils avaient vécu, qu'ils avaient compté, que leur mort avait créé des ondulations qui avaient changé le monde de petites mais significatives façons. Il ne répondit jamais à la lettre. Stuart Harden ne méritait pas l'absolution du père dont il avait tué les enfants, mais la lettre confirma ce que Bradley avait espéré. Stuart avait changé. La peur, la confrontation, la responsabilité forcée avaient percé la coquille, intitulée et révélé quelqu'un capable de croissance. Ce n'était pas la justice que les tribunaux auraient dû livrer, ce n'était pas ce que Rose, Marcus et Emma méritaient, mais c'était quelque chose, et parfois quelque chose est tout ce qu'on peut obtenir. Bradley se leva de son bureau, regarda la photo au mur, ses 3 enfants souriant à la caméra, figés dans un moment avant la tragédie, et fit une promesse silencieuse. Le monde était plein de gens comme Stuart Harden. Protégés par l'argent et le pouvoir, habilités par des systèmes corrompus, le monde était plein de pères comme lui, dont les enfants étaient repris par des gens qui ne faisaient jamais face à de vraies conséquences. Ils ne pouvaient pas sauver tout le monde, ils ne pouvaient pas réparer chaque injustice, mais ils pouvaient être prêts, pouvaient témoigner, pouvaient être la conséquence quand le système échouait. C'était sa nouvelle mission, son nouveau but. Et pour Bradley Cortez, le guerrier qui avait passé 18 ans à défendre les autres, c'était assez... C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai